Cette conférence va maintenant être enregistrée. Bonjour à toutes et tous, bienvenue dans ce webinaire de présentation des évolutions des standards de chaîne de contrôle et d'usage des marques à destination des entreprises françaises et belges francophones. Comme vous l'avez entendu, cette session sera enregistrée. Je suis Geoffroy Guerre, donc je suis responsable technique à PEFC France et je suis aujourd'hui accompagné de mon collègue de PEFC Belgium que je vais laisser se présenter. Merci Geoffroy, bien bonjour à toutes et à tous. Alors effectivement, je suis responsable, je m'appelle Bernard Buntings, responsable de la chaîne de contrôle pour le marché belge. Et c'est vrai que voilà, c'était l'idée d'un peu présenter ensemble ces standards puisqu'ils ont une dimension internationale et que nous avons le plaisir de parler la même langue. Donc voilà, d'une pierre deux coups. Bien voilà, donc peut-être pour commencer en introduction, parler l'agenda. Donc nous allons voir un peu le contexte dans lequel s'inscrivent cette transition des standards, et puis ensuite un premier module dédié réellement aux standards de la chaîne de contrôle, les 2002-2020, et un second module dédié lui vraiment à l'usage de la marque PEFC, le 2001-2020. Alors, on aura évidemment l'occasion de poser des questions à la suite de cette présentation. Hein. Donc, on laissera un espace dans le Q&A où on pourra répondre aux questions éventuelles. Oui, Geoffroy, tu peux passer au prochain slide. Alors, donc, 3 standards soumis à révision qui ont fait l'objet de la révision en 2020. Le premier, c'est effectivement l'usage des marques PEFC, le logo que vous utilisez dans le cadre des produits certifiés. Ensuite, les standards dédiés réellement à vous en tant qu'entreprise certifiée chaîne de contrôle, les produits forestiers et à base de bois, et les standards 2003-2020 qui, eux, concernent les exigences pour les organismes certificateurs qui opèrent et les audits au sein de vos entreprises. Donc, 3 transitions, 3 standards. Dans la transition vers les nouvelles versions, donc au niveau du timing, de l'agenda, les entreprises, la transition s'opère jusqu'au 14 août 2022. C'est effectivement la date limite pour passer un audit sur la version 2013 de la norme. Bien entendu, votre entreprise peut être soumise à un audit déjà aux normes 2020 avant le 14 août 2022. Simplement, à partir du 14 août 2022, ce sera vraiment à la date limite. Au-delà de ça, les organismes certificateurs auront l'obligation d'auditer votre entreprise selon les normes 2001 et 2002-2020. Il y aura cette période de 1 an jusqu'en 2023 où elles auront, les organismes certificateurs et votre entreprise auront cette période de 1 an pour se conformer et se certifier sur la version 2020. Et c'est effectivement l'organisme certificateur qui viendra vers vous et qui vous informera de la date de votre audit. Alors, au niveau du premier module, peut-être, on va définir ici les principales évolutions hein, donc, du standard de chaîne de contrôle. On en énumère 5. Donc ici, je te laisse passer le slide suivant. Donc peut-être avant tout signaler que la structure a été revisitée. Si vous avez déjà été voir le nouveau standard 2002-2020, vous verrez qu'il y a moins peut-être de sous-chapitres ou vraiment de sub-chapitres, ça peut être clarifié à ce niveau-là. Certains aspects qui arrivent, la hiérarchie des différents postes a été modifiée, donc c'est vraiment pour offrir davantage de clarté aux lecteurs des standards. Alors au niveau vraiment de ces 5 gros changements, le premier c'est vraiment au niveau de la vérification du statut des fournisseurs. Vous aurez vu qu'il y a une nouvelle base de données en ligne PEFC. Donc cette base de données, on le verra par la suite, est vraiment un outil qui fait office maintenant dans le cadre des audits pour les pièces justificatives. On a ensuite une clarification au niveau des méthodes de la chaîne de contrôle. Une nouvelle déclaration de produit origine PEFC 100%, c'est peut-être une des grandes nouveautés ici de cette transition, qui va permettre de mettre en avant un engagement bien précis. Un renforcement du système de diligence raisonnée, le PEFC Due Diligence System, et une simplification des règles pour les entreprises qui sont certifiées multisites.
Alors, au niveau de la vérification du statut du fournisseur, le statut, donc la vérification du statut se fait désormais via la base de données en ligne PEFC. Alors, vous avez via le site, bien évidemment, de PEFC International, pefc.org, mais également via les sites, je sais que c'est le cas pour PEFC Belgique, et je pense, Geoffroy, tu me contrediras si ce n'est pas le cas, mais PEFC France redirige aussi vers la base de données internationale pour obtenir les informations et les statuts. Oui, C'est bien cela, Geoffroy. oui, on a un lien vers la base internationale depuis le site de PFC France. Ah ben voilà, exactement. Alors on a effectivement plusieurs statuts qui sont repris. Le statut valide, le statut de suspension temporaire, le statut d'expiration. Withdrawn, lorsque le statut, lorsque le certificat est retiré ou non reconnu comme PEFC. Ce sont des informations que vous trouverez facilement de nouveau sur la base de données pour chacun des profils des entreprises certifiées. Alors, on verra des informations également sur le périmètre de produits. Quels sont les produits qui sont certifiés, qui sont audités? Ensuite, le type de certification, que l'on soit en certification individuelle, multisite, certification de groupe, ce sont des informations que vous allez retrouver également sur cette base de données. Et la méthode de chaîne de contrôle, qui elle aussi, on en viendra par la suite, mais est reprise et détaillée sur cette base de données internationale de PEFC. Alors, comme je disais, donc via le site pefc.org ou les sites nationaux, donc vous verrez en fait que lorsque vous êtes sur la page principale du site de PFC International, en haut à droite de votre écran, vous verrez le Find Certified, donc trouver vraiment les opérateurs certifiés, qui va vous permettre vraiment de remplir plusieurs champs. Donc peut-être une des évolutions par rapport à la version précédente, c'est qu'il y a vraiment davantage de champs qui peuvent être répertoriés, sur lesquels vous pouvez faire des recherches peut-être plus approfondies, peut-être plus ciblées encore que précédemment. Vous avez aussi la possibilité de télécharger les informations. Si vous devez télécharger une liste de fournisseurs en vue de votre audit, vous pouvez bénéficier de ce document et donc imprimer les résultats. Ouais. Oui. Donc, comme tu le disais, Bernard, ce qui est important avec cette possibilité de téléchargement, c'est que comme désormais, comme le disait Bernard précédemment, la vérification du statut de vos fournisseurs pourra se faire uniquement, si vous le souhaitez, via la base de données et non plus en demandant au fournisseur son certificat de chaîne de contrôle. En téléchargeant et en imprimant les résultats, vous pouvez prouver à votre auditeur que vous avez bien fait cette vérification et également la date de cette vérification. Tout à fait, oui. Merci pour cette précision, en effet. Mais du coup, alors, je te laisse reprendre la parole, Geoffroy, par rapport aux méthodes de chaîne de contrôle, justement, les évolutions. Oui, merci Bernard. Alors, par rapport aux évolutions concernant les méthodes de chaîne de contrôle, donc on va dire c'est une demi-évolution, puisque désormais il y a 3 méthodes de chaîne de contrôle, mais les 2 dernières, donc 3 méthodes, séparation physique, pourcentage et crédit, mais les méthodes de pourcentage et de crédit existent actuellement, sauf qu'elles sont réunies sous le terme de méthode de pourcentage. Donc maintenant, pour clarifier les choses, on a séparé en 3 méthodes, séparation physique, pourcentage et crédit, avec donc des méthodes de chaîne de contrôle distinctes pour le pourcentage et le crédit, ce qui ne changera rien hein, si votre entreprise est déjà en pourcentage ou en crédit quantité, ce sera juste une simple évolution du terme sur votre certificat de chaîne de contrôle. Donc, au niveau de ces méthodes, donc, comme je disais, pas d'évolution. La séparation physique est tout simplement se définit par l'absence de mélange de matière certifiée PEFC avec la matière non certifiée, c'est-à-dire la matière source contrôlée PEFC. La méthode de pourcentage, on retrouve le mélange de matière certifiée PEFC et source contrôlée PEFC dans un groupe de produits. Et la méthode de crédit qui permet d'opérer un transfert de crédit de la matière certifiée PEFC vers la matière source contrôlée. Donc la méthode de crédit qui permet de conserver des crédits de quantité PEFC pendant une certaine durée. Là, c'est une des principales évolutions pour cette méthode de crédit. Les crédits PEFC jusqu'à présent pouvaient être conservés pendant 12 mois et désormais ils pourront être conservés pendant 24 mois.
Alors, au niveau des groupes de produits, donc ce qu'on appelle les groupes de produits désormais dans la nouvelle norme, c'est ce que précédemment on appelait les lots. Donc, il n'y a pas de réel changement de la définition de ces lots ou groupes de produits, mais aujourd'hui on emploie ce terme de groupe de produits qui est plus précis. Cette exigence de définir des groupes de produits, actuellement, elle n'était exigée qu'en méthode de pourcentage ou de crédit. Désormais, elle va être requise pour l'ensemble des méthodes, séparation physique y compris, ce qui ne change finalement pas grand-chose, puisque de toute façon, une entreprise qui est en séparation physique sépare déjà d'une certaine manière, en tout cas dans son suivi, que ce soit dans son suivi comptable ou même dans ses stocks, les produits par grands groupes. Alors, une autre évolution importante, c'est la nouvelle déclaration origine PEFC 100%. Alors, cette nouvelle déclaration origine PEFC 100% va permettre de valoriser des produits composés à 100% de matières certifiées PEFC. Ce qui est important à noter, c'est que cette déclaration origine PEFC 100% ne peut être utilisée que par des entreprises utilisant la méthode de séparation physique et pour des produits issus d'une chaîne de traçabilité ininterrompue en séparation physique, puisque à la fin, on garantit qu'un produit n'est composé que de matière PEFC, ça exclut de fait des produits qui seraient passés par une méthode de pourcentage ou de crédit. Alors, bien évidemment, une chaîne de traçabilité ininterrompue en séparation physique, c'est assez rare. Donc, c'est une déclaration qui concernera peut-être peu de produits, mais elle peut quand même se réfléchir dans certaines activités ou de développer avec des fournisseurs une chaîne de traçabilité en séparation physique pour valoriser des produits en origine PEFC 100%. Important, cette déclaration origine PEFC 100% ne doit pas être confondue avec la déclaration certifiée PEFC 100%, qui elle peut être utilisée en méthode de pourcentage ou de crédit. Quand on est en méthode de crédit quantité, si on affecte 100% de crédit sur un groupe de produits, on va pouvoir vendre des produits certifiés PEFC 100%, mais pour autant, ça ne signifie pas qu'il y a une garantie que l'intégralité du bois utilisé dans le produit est issu de forêts PEFC. Et on le verra également dans la deuxième partie de la présentation sur les évolutions du standard d'usage des marques. Il y aura un logo spécifique qui sera proposé pour ces produits. Autre évolution importante qui pour autant aura un impact limité pour la majorité des entreprises, c'est les évolutions sur le système de diligence raisonnée PEFC, donc le PEFC DDS. Donc ce PEFC DDS, vous le connaissez, il est en place logiquement dans l'ensemble de vos entreprises. C'est le mécanisme qui permet d'éviter qu'entrent dans l'entreprise des matières provenant de sources controversées. Donc c'est un système qui est fondé sur le risque et qui permet d'offrir une crédibilité et transparence à la chaîne de contrôle PEFC en garantissant, même quand rentre dans l'entreprise des bois qui ne sont pas certifiés, qu'à minima, ils ne sont pas issus de ces sources controversées. Donc, ce qui est nouveau, c'est qu'on va avoir une hausse des exigences en conformité, donc en particulier avec le règlement bois de l'Union européenne. Ce PEFC DDS, il a été conçu par PEFC pour intégrer les exigences du RBUE, mais également d'autres législations internationales ou régionales concernant les flux de bois. Alors, ce qui est important à noter, c'est une clarification dans la norme sur l'application simplifiée de ce système de diligence raisonnée PEFC-DDS. Il va y avoir des exigences simplifiées pour les matières livrées avec une déclaration PEFC. Donc, les déclarations PEFC, il y en a 3. Le certifié PEFC à X%, les sources contrôlées PEFC, là je vais y revenir, et l'origine PEFC 100%. Et donc, évidemment, ces matières, pour être livrées avec une déclaration PEFC, doivent être livrées par un fournisseur lui-même disposant d'un certificat PEFC de chaîne de contrôle. Alors,
L'application simplifiée, ce qui est important, c'est ce terme de sur-demande. Donc, sur demande, l'organisation doit fournir les informations pertinentes conformément à l'étape 1 du DDS qui concerne l'accès à l'information. C'est ce que vous faites actuellement, à beaucoup d'entreprises, en utilisant les autodéclarations du fournisseur, où le fournisseur vous autodéclare qu'il est en capacité de vous fournir les informations sur le produit. Donc ça pourra continuer à être fait. Dans ce cadre de l'application simplifiée, l'évaluation du risque n'est pas nécessaire lorsqu'on a ce produit livré avec une déclaration PEFC. Les matières sont immédiatement considérées comme présentant un risque négligeable. Donc là, on a vraiment une application très rapide du PEFC DDS, une autodéclaration du fournisseur et pas d'évaluation du risque. Ce qui est important à noter au niveau des déclarations PEFC, c'est la déclaration source contrôlée PEFC. Donc ça, c'est pas une nouveauté, mais c'est une déclaration qui est peu utilisée. Source contrôlée PEFC, c'est une déclaration avec laquelle on peut vendre des produits qui ont passé le DDS. C'est-à-dire que si vous avez un premier fournisseur, le premier metteur en marché fait le PEFC DDS, vend ses produits avec la déclaration source contrôlée PEFC, chaque maillon suivant d'entreprise qui va recevoir une matière livrée avec cette déclaration source contrôlée PEFC pourra appliquer les exigences simplifiées pour le DDS. Donc nous, on va énormément communiquer sur ce sujet pour vraiment que se développe la livraison de matière avec la déclaration source contrôlée PEFC. Si tout le monde joue le jeu, quasiment toutes les entreprises certifiées PEFC pourront on va dire, allez, 90% du temps, mettre en place l'application simplifiée du DDS. Donc, au niveau des évolutions de la définition des sources controversées, donc sur laquelle est basé ce DDS, donc là, vous avez en orange les principales évolutions. Donc, on a toujours évidemment donc, la légalité de la gestion forestière. Et on ajoute également deux nouveautés. La capacité de la forêt d'origine à fournir des produits sur le long terme, donc c'est la capacité qu'a eu la forêt à se régénérer, une forêt qui n'a pas été surexploitée. La protection de la biodiversité, ça c'est également une nouveauté qui n'a pas été notée comme telle, mais les zones forestières d'importance écologique, donc ce sont les forêts qu'on appelle parfois à haute valeur de conservation. Le risque que les produits proviennent de conversion forestière. Donc la conversion forestière, c'est la transformation d'une forêt naturelle, soit en plantation forestière, soit carrément un défrichement. Le respect des principes et droits fondamentaux au travail des travailleurs en forêt. Les droits des peuples autochtones. Donc deux éléments qui étaient déjà présents. Le risque que les bois proviennent de ce qu'on appelle du bois de la guerre ou des bois de conflit. Et enfin, que les produits contiennent des bois OGM. Donc, comme actuellement, on a dans la nouvelle norme des tableaux qui permettent de donner des indicateurs pour réaliser ce système de diligence raisonnée. Donc, pour les nouveaux indicateurs, enfin pour les nouveaux éléments des sources controversées, on a de nouveaux indicateurs. Donc, concernant la fourniture de produits sur le long terme, l'indicateur est de se référer aux évaluations des ressources forestières de la FAO qui précisent les quantités de récoltes annuelles, l'accroissement annuel du stock à l'échelle du pays ou de la région d'origine. Donc ça, c'est important à avoir bien en tête, hein, c'est que les éléments qui ont été présentés ici précédemment n'ont pas vocation à s'appliquer à la parcelle forestière ou à l'unité de gestion forestière. Hein. On est bien à une échelle nationale, régionale. Quand je parle régionale, c'est des sous-régions, hein, c'est même pas l'échelle régionale telle qu'on peut la comprendre en France ou en Belgique. Donc, on réfléchit à cette échelle-là. Le système de diligence raisonnée, c'est pas une autre certification de gestion forestière. On reste bien à une échelle plus globale. Donc, au niveau de la biodiversité et des zones forestières d'importance écologique, l'indicateur est de se référer à l'indice de performance environnementale pour l'indice biodiversité et habitat du pays. Donc, cet indice de performance environnementale, on le trouve très facilement sur Internet. Il est réalisé par l'Université Yale et l'Université de Columbia
avec le Forum économique mondial, et on retrouve sur Internet le classement des pays suivant cet indice de performance environnementale. Au niveau des conversions forestières, de la même manière, on va retrouver des indicateurs qui sont liés au bilan des ressources forestières mondiales de la FAO. Au niveau des principes et droits fondamentaux au travail, à la fois, on va pouvoir s'attacher à regarder si le pays est bien signataire de la déclaration de l'Organisation internationale du travail relative aux principes et droits fondamentaux au travail. Et il y a également des études de l'OIT qui permettent de vérifier si cette déclaration est bien respectée dans le pays. Au niveau des peuples autochtones, il y a la vérification que le pays respecte bien la déclaration des droits des peuples autochtones de l'ONU. Donc, de la même manière, on trouve assez facilement des études qui permettent de s'assurer, dans les pays qui sont concernés, que ce respect des droits des peuples autochtones est bien assuré. Donc, de la même manière, ça concerne assez peu de pays d'origine. Donc vraiment, donc tous ces éléments nouveaux peuvent inquiéter au premier abord, puisque ça nécessite d'aller vérifier des études, des analyses sur différents sites internet. Mais vraiment, comme je l'expliquais, donc déjà d'une, ces éléments-là concerneront très peu de pays dans le monde, et ensuite, avec le système d'application simplifiée et le développement à venir, on l'espère, des ventes de produits avec la déclaration source contrôlée PEFC, logiquement, ces différents éléments-là seront mis en place et vérifiés par très peu d'entreprises. D'autres évolutions qui concernent les entreprises en multisite, avec d'abord des nouvelles règles d'audit interne. Donc ça, c'était une forte demande des entreprises en multisite de simplifier un petit peu ces règles d'audit interne. Donc on retrouve toujours une exigence d'un audit interne avant l'audit de l'organisme certificateur et ensuite un audit interne annuel. Ce qui est possible aujourd'hui, c'est que l'audit des sites et du bureau central se fasse sur site ou à distance quand cela est faisable. Alors quand cela est faisable, c'est assez flou, donc ce sera à l'organisme certificateur de définir s'il considère que cela est faisable. Logiquement, ça pourra concerner tous les sites qui n'ont pas de stock de matières premières. Et donc, par exemple, tout ce qui va être bureaux commerciaux d'une entreprise pourront être audités sans difficulté à distance. Pareil pour l'audit de tout nouveau site. Donc, si un site arrive dans le multisite en cours de certification, cela pourra se faire sur site ou à distance. Une nouvelle évolution importante pour les multisites qui, pareil, a fait l'objet de nombreuses demandes, c'est celle qui concerne les groupes de produits. Donc, désormais, les groupes de produits PEFC peuvent couvrir plusieurs sites d'une entreprise en multisite. Avant, chaque site avait ses propres groupes de produits, ses propres lots. Désormais, ces groupes de produits peuvent couvrir plusieurs sites. Et par conséquent, les crédits PEFC d'un même groupe de produits peuvent donc être utilisés par les différents sites. Ce qui va grandement simplifier les choses pour les entreprises en multisite qui ont on va dire des sites très intégrés avec chacun une responsabilité différente dans la production. Alors, nous allons passer au deuxième module qui concerne les principales évolutions du standard d'utilisation des marques PEFC. Et Bernard, je te redonne la parole. Merci Geoffroy. Alors effectivement, c'est le deuxième grand volet. Donc peut-être pour commencer un peu au niveau du PEFC Council, donc il est propriétaire des deux marques. Donc comme vous voyez ici, la marque des initiales et également la marque figurative avec les initiales. Peut-être, voilà, ce sont des marques qui sont déposées dans le monde entier. Peut-être le gros changement au niveau graphique, s'il en est réellement la disparition de ce petit TM, donc sans symbole R ou TM. Vous connaissez jusqu'ici le logo PEFC avec les petites initiales TM placées en haut à droite des 4 initiales. Donc celle-ci, dès lors que vous êtes certifié avec les standards, les nouveaux standards 2001-2020, vous ne devrez plus utiliser ces petites initiales. Alors pour être utilisé, les organisations doivent détenir une licence valide. Peut-être aussi rappeler que la licence, évidemment, c'est autre chose que le certificat. Donc certificat qui est octroyé par votre organisme certificateur. La licence PEFC le sera par respectivement PEFC France ou PEFC
Belgique. Oui. Alors, au niveau des outils, PEFC a mis en place un nouveau générateur de label PEFC. Donc, il va vous permettre à votre entreprise de générer les logos au profil, les formats dont vous avez besoin pour votre propre utilisation. Là aussi, dès lors que vous êtes certifié avec les nouveaux standards, vous aurez accès à ce générateur qui vous permettra justement de suivre la charte graphique et d'être sûr d'être conforme dans les clous, on va dire, par rapport aux exigences. Ces exigences graphiques, justement, ouais. Juste une précision, Bernard, excuse-moi. Donc, ce nouveau générateur de label PEFC, il ne sera disponible qu'au fil de votre transition sur les nouvelles normes, hein. Donc, c'est tout à fait normal qu'actuellement, vous utilisiez encore le générateur de logo actuel. Et ces accès au nouveau générateur de label donc, vous seront communiqués au fur et à mesure de vos certifications sur la nouvelle norme. Tout à fait, ouais. Alors, les exigences graphiques, vous les connaissez, mais c'est vrai qu'on va les rappeler peut-être ici un peu au niveau des évolutions aussi. Bon, d'abord, au niveau de l'usage des marques, plusieurs éléments doivent se retrouver dans votre logo, donc enfin, le logo en tant que tel, PEFC, que vous reconnaissez ici. Le numéro de la licence PEFC, donc de nouveau, qui est ce numéro qui est octroyé par votre organisme PEFC France ou PEFC Belgique, ce n'est donc pas le numéro de certificat, le nom de la marque, le message du label, dans la langue de votre choix, et également la référence au site internet qui peut très bien être pefc.org comme pefc.be ou la référence au site français si nécessaire. Et là, à nouveau, donc on insiste, la marque ne doit pas être utilisée avec les symboles R ou TM, donc simplification du logo à ce niveau-là. Oui. Alors, une précision pour les entreprises françaises. Donc, en France, on a depuis plusieurs années une exception dans l'usage du logo, donc qui est purement française. On n'a pas la mention PEFC/ à côté du numéro de licence, c'est-à-dire qu'on a directement 10, 31 ou 32 et le numéro et votre numéro de licence PEFC. Donc ça restera bien comme ça, même avec la nouvelle version pour les entreprises françaises. Ouais, tout à fait. Alors, les exigences au niveau des couleurs, là aussi, vous serez donc guidé à travers les standards, le guide, et à travers le guide graphique également. Il y a bien entendu des couleurs par souci de cohérence qui doivent être respectées. Vous avez plusieurs variantes, soit effectivement le vert connu de la marque qui est utilisé fréquemment, le fond, donc écriture noir sur fond blanc, ou l'inverse en négatif, le blanc sur fond noir si nécessaire, pour améliorer toujours la lisibilité sur votre produit. Oui. On a également des dimensions requises toujours afin de permettre une lisibilité du logo. Ce sont des rapports et des proportions qui ne doivent pas être modifiés. Vous verrez qu'on peut très bien l'utiliser en format paysage ou portrait ou vraiment dans sa version simplifiée avec une taille minimale. Mais il est clair que là aussi, dans l'intérêt de la lisibilité du produit pour votre entreprise et de manière générale, c'est vrai que c'est quelque chose qui est vraiment requis. Là aussi, ces proportions sont définies telles quelles dans les chartes graphiques. Donc, c'est un impératif qu'on vous demande de respecter également. Oui. Au niveau de l'emplacement du logo par rapport à un fond, il y a ce qu'on appelle l'espace de protection environnant. Donc, vous verrez que c'est en fait la hauteur des initiales, donc PEFC, qui doit être respectée tout autour sur le périmètre du logo. On doit y laisser un espace neutre pour éviter justement la confusion entre la lisibilité du logo et le fond que vous allez trouver sur un produit ou sur tout support. Même chose pour sa version simplifiée aussi. Vous voyez ici que l'on travaille avec ou sans cadre la hauteur de ces initiales qui doivent être utilisées. Oui.
Je te repasse la parole, Geoffroy, pour les exigences techniques. Oui, merci Bernard. Donc, ce qui est important sur les éléments qui viennent d'être dits, sur les tailles de logo, c'est que jusqu'à présent, chaque pays membre de PEFC avait un petit peu ses propres chartes graphiques. Donc, on avait par exemple des exigences de taille un peu différentes. Là, le fait qu'elles soient maintenant dans la norme, ça veut dire que pour toutes les entreprises, quel que soit le pays où elles se trouvent, les règles seront les mêmes désormais, ce qui sera d'une beaucoup plus lisible, et on aura des usages de logos de meilleure qualité et identiques d'un pays à l'autre. Donc, au niveau des exigences techniques, donc on retrouve évidemment donc, dans ce qu'on appelle l'usage on product, donc l'usage sur le produit ou en relation avec le produit, en communication sur le produit. On retrouve bien deux labels, le label certifié PEFC et le label PEFC recyclé. Au niveau du label certifié PEFC, une importante évolution, c'est celle qui concerne le contenu maximum de matière recyclée. Jusqu'à maintenant, donc on retrouve le même contenu de matière minimum de matière certifiée, qui est donc de 70%. Mais jusqu'à présent, ce logo certifié PEFC, on l'utilisait jusqu'à un maximum de 70% de matière recyclée. Dès qu'on était au-delà de 70% de matière recyclée, on utilisait le logo recyclé PEFC. Désormais, ce n'est plus le cas. Le contenu maximum de matière recyclée est de 99,9%. Pourquoi? Donc ça, on le verra après que le logo PEFC recyclé, c'est pour faire en sorte que le logo PEFC recyclé ne s'applique qu'aux produits 100% recyclés. Donc, par conséquent, a été ajouté dans ce logo, dans ce label certifié PEFC, dans la phrase d'accompagnement, ce produit est issu de forêts gérées durablement, de sources recyclées et contrôlées. Alors, bien évidemment, il y aura toujours la possibilité, si on a un produit qui ne contient pas de matière recyclée, de supprimer la mention des sources recyclées dans le message du label. Donc voilà, si aucune matière recyclée, on supprime la mention recyclée. Et là, c'est l'évolution également qui est liée à la nouvelle déclaration origine PEFC 100%. Là, vous avez ce même logo PEFC certifié PEFC avec la mention « Ce produit est issu de forêts gérées durablement » sans mention des sources contrôlées. Puisque là, comme on a uniquement les produits issus de forêts certifiées et non pas de sources contrôlées, on enlève cette mention. Donc, au niveau du label PEFC recyclé, donc je le disais, 100% de matière provenant de sources recyclées pour utiliser ce label est conforme à la définition évidemment PEFC des sources recyclées. Et par conséquent, la phrase d'accompagnement qui précédemment était « ce produit est issu de sources recyclées et contrôlées », on a supprimé cette référence aux sources contrôlées puisqu'il y a uniquement des sources recyclées. Donc, désormais, c'est « ce produit est issu de sources recyclées ». Une évolution, alors qui n'en est pas vraiment une, mais du coup qui sera mieux mise en œuvre dans le nouveau générateur de label, qui concerne le produit auquel le label fait référence. Donc ce produit doit être clairement identifié. Donc dans le message du label, on peut remplacer ce produit par le nom du produit certifié ou de la matière certifiée incluse. Donc là, vous avez un exemple avec cette table est issue de forêts gérées durablement et de sources contrôlées. Mais on peut même imaginer également, à la place de cette table, mettre le nom commercial du produit. Si vous avez un produit qui a un nom spécifique, une dénomination commerciale dans votre entreprise, ça pourra tout à fait être intégré à la place de ce produit dans le label certifié PEFC pour vraiment donner une bonne une clarté pour le consommateur. Donc ça, c'est vraiment un élément sur lequel on va être beaucoup plus regardant désormais, la référence au produit clairement identifié. Si je reprends l'exemple qui est présenté avec cette table, imaginons qu'on a une table qui est livrée dans un carton et qu'on a dessus un logo qui serait « ce produit est issu de forêts gérées durablement ». Le consommateur ne peut pas savoir si le terme « ce produit » se rapporte au carton d'emballage ou à la table en bois qui serait dedans. Si on met ce logo, cette table, ce sera très clair pour le consommateur qu'il s'agit de la table. Si on met ce packaging, cet emballage, ce sera très clair également qu'il s'agit du carton.
Au niveau de l'usage, donc off-product, donc l'usage à des fins de communication, donc on retrouve toujours la même chose, l'utilisation sur des produits non commerciaux qui est autorisée, s'il y a clarté dans l'usage, le message de label qui est bien inclus, et on a également les mêmes exigences pour les initiales si vous utilisez uniquement les initiales sans le label complet. Ce qui est intéressant, c'est qu'on propose désormais des nouveaux messages de labels promotionnels alternatifs. Donc jusqu'ici, le seul message était promouvoir la gestion durable de la forêt. Désormais, vous aurez la possibilité d'utiliser tous ces messages qui peuvent amener une plus grande clarté pour le lecteur, pour le consommateur, pour la personne qui va consulter par exemple votre site internet. Donc on pourra intégrer dans le logo le nom de l'entreprise avec par exemple des mentions du type le nom de l'entreprise dispose d'une chaîne de contrôle certifiée PEFC ou par nos approvisionnements certifiés PEFC, nous soutenons la gestion forestière durable au niveau mondial. Où le logo PEFC sur nos produits atteste que les bois, papier, emballages que nous utilisons sont issus de forêts gérées durablement, de sources recyclées et contrôlées. Voilà, donc ça permettra vraiment d'avoir des messages de communication beaucoup plus clairs pour vos partenaires, pour vos clients et vos consommateurs. Je me permets peut-être d'intervenir ici, Geoffroy, pour préciser que pour les entreprises belges, il y aura la possibilité, bien évidemment, d'avoir ces déclarations en français, mais aussi en néerlandais, puisque c'est qu'ici, pays bilingue oblige, on va vraiment travailler sur les deux langues. Donc, l'ensemble des claims, des déclarations, des textes et des produits qui peuvent être utilisés dans le cadre de ce nouveau générateur de logos seront bel et bien traduits pour les entreprises. Alors, des nouveaux éléments optionnels également d'usage du logo. Donc, pour le label certifié PEFC, on pourra avoir une utilisation donc on product de ce label sans message, mais en incluant le nom du produit dans le label. Donc ça rejoint ce que je disais sur l'importance de la clarté dans l'usage du logo. Là, on pourra vraiment utiliser un logo à minima, si vous n'avez pas forcément la place de mettre la déclaration complète, mais pour autant de noter le nom du produit pour vraiment permettre une clarté pour le consommateur sur l'usage de ce logo. Au niveau des options de design, donc de la même manière, là vous avez le logo en ligne qui existe déjà actuellement, mais qui va être complété également par un autre logo en ligne qui pourra permettre des usages vraiment quand on manque vraiment de place, avec le lettrage PEFC et la mention du numéro de licence sous le lettrage PEFC. Donc ces nouvelles conceptions doivent faire l'objet d'une approbation préalable de l'organisme agréé PEFC, c'est-à-dire PEFC France, PEFC Belgique, donc votre PEFC national. Ce qui est important à noter au niveau des tailles pour ces logos, il n'y a pas de précision spécifique dans la norme, si ce n'est que le numéro de licence doit être évidemment lisible. Donc, je pense particulièrement au label présenté à droite. Il faudra quand même être assez prudent parce que là, le numéro de licence est écrit vraiment en petit. Donc, il faudra que ce soit bien lisible. Oui. Je vais te repasser la parole, Bernard, sur les utilisations non standards des marques PEFC. Exactement, Geoffroy, parce qu'effectivement, cela peut arriver qu'une utilisation spécifique soit requise. Donc là, effectivement, plusieurs cas de figure peuvent exister. Donc, on travaille avec une couleur différente ou d'autres modifications liées à la forme. En tout cas, toute dérogation aux règles nécessite bien évidemment au préalable l'approbation écrite de PEFC. Ce qui est nouveau ici, c'est qu'elle est nécessaire auprès de PEFC international. Ce sont eux dorénavant, avec l'application des nouveaux standards, qui vont délivrer l'accord pour ces spécificités. Néanmoins, il vous est toujours possible, via autant PEFC France que PEFC Belgique, de faire la demande directement par nous, et nous de réagir dans des délais suffisamment rapides pour que vous puissiez avancer. Donc voilà, je crois qu'ici c'est important de nouveau dans le cadre du respect de la charte graphique de bien pouvoir suivre les recommandations. Donc on s'engage tant au niveau en France qu'en Belgique à être très réactif si vous avez
une demande spécifique. C'est vrai que c'est un exemple qui est repris ici avec une couleur de logo différente sur le fond vert. Je pense qu'on a un autre exemple par la suite aussi, où on voit un logo. Tu peux passer le deuxième slide, voilà, où là on voit que la couleur orange a été demandée pour pouvoir jouer en termes de cohérence par rapport au packaging. Bien évidemment, cela nécessite un accord au préalable de PEFC pour pouvoir mettre ce type de packaging en œuvre. Oui, juste préciser également que cette demande d'approbation de PEFC international pourra se faire directement depuis le nouveau générateur de label. Donc, vous créez le logo et vous faites la demande directement dessus. Donc c'est vrai que c'est un changement jusqu'à maintenant. En tout cas, je sais qu'en France, je ne sais pas comment ça se passait en Belgique, Bernard, mais en France, les demandes se faisaient directement à PFC France via une adresse mail dédiée. Et donc on avait des délais de réponse, on a des délais de réponse assez rapides, on va dire sous 24 heures. Donc PFC International nous a précisé que les délais de réponse seraient également assez rapides, sous 24 à 48 heures pour les différentes demandes. Tout à fait. Ici aussi, les entreprises nous sollicitent directement, d'autres qui passent par l'international, mais ça c'est clair que on est dans les mêmes réactions, les mêmes délais pour les demandes. Ouais. Bien voilà, ça va être terminé pour la partie présentation et nous allons pouvoir passer à vos questions dans le chat.